Bonsoir à tous. Imaginez la douceur du foyer, ce soir par exemple. Vous êtes tranquillement installé dans votre salon quand soudain, on sonne à la porte. Des hommes cagoulés et armés forcent l'entrée, réclament de l'argent puis déchaînent la violence. Hurlements, coups répétés, parfois torture, jusqu'à ce qu'ils obtiennent ce qu'ils sont venus chercher. Ce scénario d'horreur est heureusement rare en Suisse, mais il frappe l'imagination. Ainsi, il y a un mois, un couple âgé a été attaqué dans sa villa de Verrier, près de Genève, en plein sommeil. Malgré la violence de l'attaque, il en est sorti indemne. Un autre couple à Épalinges, dans le canton de Vaud, n'a pas eu cette chance. En 2008, lors d'une agression sauvage dans leur villa, le mari de ce couple a été tué à force de coups. Les auteurs ont été arrêtés et jugés. Vous allez entendre le témoignage de sa veuve dans ce reportage signé Sophia Pekmez et Wilfred Rebeté. Rappelons-le, ces cambriolages violents sont rares. Ils ne représentent que moins de 1% de l'ensemble des cambriolages. Mais s'ils frappent autant l'imagination et que nous leur consacrons un reportage, c'est qu'ils touchent au plus profond de notre âme. Le foyer, c'est le refuge, la sécurité. Une attaque chez soi, c'est un traumatisme profond, proche du viol. Et puis ces attaques posent une autre question. Dans un pays où presque chaque Suisse possède une arme à la maison, faut-il se défendre si on le peut? User de la légitime défense? Surtout pas, assurent les experts. Regardez. Je me souviens même plus tellement, là, parce qu'au final, j'étais à moitié dans les pommes, là. Mais ils tapaient, là. Puis aussi, je leur donnais des coups, là. C'est des vrais fous, des malades. Cogner. Dans cette maison du Landron, dans le canton de Neuchâtel, un couple de commerçants a vécu l'enfer. Il est 21h en ce 14 novembre 2014. Rossio range des affaires dans le jardin. J'ai entendu un bruit. J'ai entendu du bruit comme beaucoup de matériel qu'on bouge à l'extérieur, dans le jardin. Et un type est sorti, cagoulé. J'ai commencé à crier. Et un autre est apparu, et un autre encore. L'un avait un tournevis. Il m'avait mis la main sur la bouche. Et l'autre appuyait son tournevis sur mon ventre. Et il me disait de ne pas crier, parce que je ne devais pas les obliger à me tuer. Je me suis sentie totalement perdue. Je me suis dit, ils viennent pour me tuer, me violer. J'ai pensé à beaucoup de choses. Puis ils m'ont poussé dans la maison. Rossio se retrouve dans la buanderie, François y bricole. Un peu interloqué, il s'amuse de cette intrusion et demande aux 5 hommes qui entourent sa femme s'ils viennent voler et d'où ils sont originaires. Mais les agresseurs ne sont pas là pour plaisanter. François est passé à tabac par 2 hommes masqués pendant 1h30. Inlassablement, c'est la même question. Où est l'argent? Pendant ce temps, les 3 autres individus mettent à sac la maison. Rossio finit par capter un échange entre eux qui résonne comme la fin de tout. Ce soir-là, Rossio et François ont été victimes d'un homejacking, une des agressions les plus traumatisantes qui soit. Le homejacking est la version hard du cambriolage. Il est commis en présence des propriétaires des lieux et implique l'usage de la violence. En Suisse, on parle de brigandage, et le brigandage est un crime selon le code pénal. Le phénomène est marginal, à peine 1% de l'ensemble des cambriolages. Leur nombre est stable. Pourtant, les homejackings se retrouvent régulièrement en une des médias.
L'agression du Landron, extrêmement violente, a été peu médiatisée. Freddy est le fils de Rocio et il travaille avec son beau-père dans le magasin de modélisme attenant à la maison. Ouais, on était à table, puis tout à coup, ça partait en pleurs. Ma mère commençait à pleurer, quoi. Puis on savait pourquoi. Maintenant, il regarde toujours, quand il lit le journal, il voit tout de suite s'il y a eu une agression ailleurs. Et puis, quand il y a quelque chose, tout de suite, il vient comparer ce qu'ils ont vécu à ce qu'ils ont lu dans le journal. Alors, bien sûr, ça a changé leur vie. Fouiller toute d'autres maisons, là, sans être réalité, là, ça deviendrait presque un viol, ça. La comparaison est sans doute exagérée, mais il y a de ça, comme l'indique le psychiatre Daniel Smaga. Le foyer, la maison, c'est une extension un peu de soi. Hein. On dit d'ailleurs on rentre chez soi. Cette notion de maison, de personne que l'on agresse, c'est quelque chose de très intime. Et c'est dans le fond notre intimité que l'on a agressée. C'est d'un choc post-traumatique dont souffrent les victimes de homejacking. Et l'agression en elle-même crée un sentiment, alors bien sûr d'insécurité, mais aussi du fait qu'il peut se passer n'importe quoi, n'importe quand. C'est-à-dire que ce sont des gens qui vont quelque part avoir une hantise de tout ce qui peut arriver. Ils vont être tout le temps sur le qui-vive, ils vont tout le temps être aux aguets, etc., etc. Et donc le danger fera partie intégrante de leur vie. Danger signifie aussi méfiance, signifie aussi comportement particulier vis-à-vis des autres, retrait social, il y aura donc toute une kyrielle de difficultés qui vont s'accumuler peu à peu. Dans ce contexte, la maison est devenue prison. Comment s'en évader? Bon, on est parti beaucoup en vacances, là, pour changer les idées. Là. On est parti 16 fois, là. Quitter la maison. On dort tranquille, au moins. Là, maintenant, c'est somnifère, machin, truc, là, pour pouvoir dormir. Le temps passe, mais Rocio ne guérit pas. Elle voit peu de monde, ne sort pratiquement plus. Et surtout, elle ressasse. Quand j'étais tout seul, que je commence à penser, je dis, merde, pourquoi non? Et pourquoi ils ont fait ça? Moi, vraiment, je ne comprends pas. Aura-t-elle des réponses un jour? La police cantonale neuchâteloise est sur la piste des agresseurs de Rocio et François depuis plus d'1 an et demi. En 2014, 212 homejackings ont été commis en Suisse. Les enquêteurs ne chôment pas, mais pour les victimes, le temps est souvent long. Les gens sont terriblement imprégnés par les séries télévisuelles qui mettent en scène des enquêtes de police qui sont chaque fois résolues dans un laps de temps extrêmement court. Non, là, il faut souvent 2 saisons, 3 saisons pour pouvoir atteindre le but qui est fixé. Et 3 saisons, c'est souvent 3 années. Donc on n'est pas dans la même échelle temporelle que les victimes dans la réalité judiciaire. Pourquoi ce décalage? Comme le reste, la criminalité s'est mondialisée depuis la chute du mur de Berlin, depuis Schengen. Le homejacking régional n'existe pas. Le nouveau profil est beaucoup plus international.
Il est européanisé, comme on le constate quand on identifie ces auteurs de homejacking. Et puis il va devenir intercontinental. C'est-à-dire c'est la mobilité qui explique ces nouveaux profils, mais c'est aussi la division entre les pays riches et les pays pauvres. C'est aussi la notion même d'exercice de la violence par rapport à ceux qui ont vécu des guerres. Donc ils ne s'en sortent pas indemnes. Pour eux, leur échelle de violence n'est pas équivalente à celui qui est né à Neuchâtel, c'est bien évident. Les homejackers viennent généralement d'ailleurs. Mais qui sont-ils vraiment? C'est à Paris que nous trouvons une réponse. Ici, dans le domaine de la sécurité, et en particulier des braquages, Doron Lévy a pignon sur rue. Il est criminologue et travaille en partenariat avec plusieurs polices européennes, dont la Suisse. Le crime aussi, il a évolué comme la société. Il y a beaucoup plus de choses visibles, donc de valeurs. Et donc aujourd'hui, il est en expansion clairement, en tout cas en France ou dans les grandes métropoles, la Belgique notamment. Et les loulous aussi ont évolué. Jusque dans les années 90, le homejacking a été le fait de bandes très organisées, souvent composées de gens du voyage. Désormais, la majorité des homejackers sont des individus plutôt amateurs, issus des banlieues. Ce ne sont pas des bandits chevronnés. Et donc le risque d'atteinte à l'intégrité physique ou de violence supposée est plus important. Donc là, on a affaire souvent à des jeunes, 17, 25 ans, 30 ans peut-être, on va dire, mais en général, on est dans une catégorie de gens jeunes. Jeunes et au départ souvent maladroits. Le coup d'essai est rarement un coup de maître. C'est toujours l'appât du gain rapide et sans risque. Si on regarde le crime en général, l'idée c'est de gagner de l'argent sans payer d'impôts. C'est pas le plaisir de frapper pour frapper, c'est pas des psychopathes en puissance, etc. Souvent polydélinquants, ces individus commencent leur carrière criminelle en braquant des petits commerces. Comme ici, dans une commune près de Paris. Les apprentis malfaiteurs ont à peine 16 ans. Comme les commerces aujourd'hui, tout le monde peut acheter une caméra, et puis les assurances aussi ont fait qu'on se protège un peu plus. Donc il y a eu une sorte de vase communicant sur cette population criminelle qui est partie vers des cibles qui pour eux étaient plus faciles. Telles les femmes seules ou les personnes âgées. Et puis à côté de ces homejackers peu préparés et dangereux, on trouve 10% de pros style vieille école. Vous avez des cambrioleurs haut de gamme qui viennent, je sais pas d'où, d'Europe de l'Est, qui se préparent, qui connaissent, qui ont l'habitude. Ok, ceux-là, on va dire potentiellement, entre guillemets, parce qu'ils peuvent être dangereux aussi, mais en général, ça se passe pas trop mal parce qu'il y a cette expérience, cette habitude. Et puis aussi, ils transpirent le fait qu'ils sont assez dissuasifs. Ces bandes plus expérimentées ciblent des personnes a priori fortunées, comme les chefs d'entreprise. Mais chevronnés ou pas, les homejackers ont des caractéristiques communes. Ils sont souvent hyperactifs comme garçons. Ce sont des gens qui ne sont pas bêtes du tout, attention. Souvent un ego aussi important, ils ont une sorte d'aura sur laquelle ils aiment bien jouer, comme tous les braqueurs. Et également, rarement repentis. Comme ils sont récidivistes par définition également, on les retrouve parfois tardivement, je sais pas, une arrestation, une trace ADN laissée quelque part, et que ces gens-là racontent. Souvent, alors, il n'y a pas trop de regrets sur l'exécution, il y a plutôt des regrets sur le fait d'avoir fait des erreurs ou d'avoir raté une satisfaction. Pour ces délinquants venus d'ailleurs, souvent de loin, la Suisse est la vitrine de toutes les richesses. Pourtant, parfois, cela paraît improbable, comme ici, entre le Locle et la Brévine. Le lieu s'appelle Cerneux-Péquignot. Ici, 5 individus venus de l'étranger y ont commis un homejacking. Au départ, même le procureur y a perdu son latin. On a de la peine à comprendre le côté international de l'affaire, le fait qu'évidemment ici, les auteurs n'étaient pas du tout connus, ils avaient strictement aucun lien avec la région. On avait de la peine aussi à comprendre vraiment qu'est-ce qui avait bien pu les intéresser. 14 novembre 2014, dans l'après-midi, il fait presque nuit, une tempête terrible balaie la région. La ferme de Werner est pratiquement coupée du monde. Seul l'employé agricole s'y trouve. Tout à coup, c'est un jeune homme qui vient dans ma chambre. Après, c'est encore 4 autres qui sont là. C'est un qui a pris le couteau là. Où est le patron? Où est l'argent? Et moi, je ne sais pas. Il a dit, je dois m'asseoir.
Comme ça, je vais faire comme ça. Après, avec le câble de téléphone de là-bas et des chaussettes, ils ont pris plusieurs fois, ils ont demandé où est l'argent avec le couteau contre moi. Après, mettre le sac ici, mettez sur la tête. Voilà. Après, ils ont bougé encore 10 minutes environ, je ne sais plus. Après, comme ça, après, j'ai resté là avec le sac sur la tête. Après, j'attendais. Les hommes continuent de fouiller la ferme au point de défoncer les plafonds lorsque le patron arrive. Moi, je suis rentré depuis le locle avec le tracteur. Il y avait trop de neige, ma bagnole n'allait pas à la neige pareil. Et puis, en rentrant au bord de la route cantonale, moi, j'ai déjà vu un bagnole qui ne me plaisait pas. Puis après, je suis descendu le chemin avec le tracteur. Et puis, j'ai arrivé devant la porte là, puis il y a un gaillard qui saute contre moi. Et puis là-dessus, j'ai dit, tu fais quoi là? Puis j'ai dit, il y a quelque chose qui ne va pas là. Je suis suivi la suite de mon chemin, rentré là-dedans. Puis j'ai trouvé dans cette cuisine mon employé attaché sur une chaise avec une câble de téléphone. L'arrivée de Werner fait déguerpir les 5 braqueurs. 3 s'enfuient avec leur voiture et 2 à pied. Ah, moi j'ai vu ces gaillards traverser par là. Puis j'ai tout de suite pris le tracteur, puis j'ai monté dessus pour aller contre eux. Et puis après, j'ai arrivé contre le bout du chemin, moi j'ai descendu le tracteur, puis j'ai dit maintenant vous passez devant ce tracteur. C'est annoncé à la police, vous me suivez avec moi. Hein. Puis ils voulaient me dire, ils n'ont rien fait. Puis j'ai dit, exclu, j'ai vu ce qu'ils voulaient faire. Hein. Maintenant, vous marchez là des bons, à ce sens-là, contre le local, ici, ce côté. Et puis on discute plus. Quelques minutes plus tard, le paysan remet les 2 suspects à la police. Et là, c'est l'incompréhension. Les 2 hommes sont d'origine maghrébine et habitent en France. Et pour moi, comme c'est tombé dans le ciel, je ne comprends pas pourquoi c'est arrivé chez moi. Les gaillards de Paris là-bas, qui arrivent là, chez moi, avec un temps pareil. Dans les mois qui suivent, les 3 agresseurs encore en fuite sont arrêtés en France. L'enquête révèle une histoire complètement dingue. En week-end en Suisse, les Français se seraient perdus du côté du Locle, la faute à cette tempête qui frappe en ce 14 novembre. Ils voudraient bien rentrer à Paris, mais n'ont plus de ressources. Alors ils décident de se servir dans la ferme. Cette version des faits ne convainc que moyennement Werner. Il se cache un de l'autre. Il y a trop de choses qui sont passées là, ils n'ont pas tombé comme ça sur moi. Les homejackers s'expriment rarement dans les médias. L'un des agresseurs de Claudia a tout de même accepté de nous parler. La rencontre se fait à la prison de la Chaux-de-Fonds. Quand il n'est pas derrière les barreaux, Rachid travaille dans la sécurité. Ni lui ni ses comparses ne sont des enfants de cœur, même si, durant tout l'entretien, l'homme se dédouane. Le but, c'est pas de faire de mal aux gens. Notre but, ça veut dire de ne pas faire de mal à cette femme, ou si c'était même un homme, quoi que ce soit. Le but, ça veut dire de faire peur à la personne pour prendre un peu d'argent, pour rentrer, ça veut dire en France. Rachid a beau jeu de dédramatiser. Il n'y a certes pas eu de déferlement de violence dans cette agression-là, mais il y a quand même eu des violences psychologiques importantes. Moi, dans ma tête, je dis que j'espère que ça se passe très bien. Ça se passe pas, ça veut dire à l'envers, comme on dit, qu'elle prend des coups, la dame, ou ça veut dire qu'elle soit blessée, ou qu'elle soit agressée verbalement, et ça veut dire moralement et tout. Parce que juste la première fois quand il a agressé mon copain avec le couteau, je dis non, il faut pas faire ça. Ça veut dire, c'est une femme, il ne faut pas faire ça et ça sert à rien. Mon copain, il était un peu agressif quand même. C'est ça qu'on n'a pas aimé. Voilà. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir infligé de la violence à cette femme? Au moment quand que j'ai rentré à l'intérieur et tout, je sens quand même coupable, quand même j'ai fait infraction. Et j'ai senti mal, vraiment très très mal.
Mais quand même, j'étais pas d'accord pour cette affaire qu'on a fait, ça veut dire pour cette fraction qu'on a fait. Voilà. J'étais pas à l'aise, j'étais pas bien. C'est quelque chose qui est venu vite fait, comme ça, sans réfléchir, à la fin, dernière minute. Voilà. Et je regrette. Claudia a été ligotée, menacée de mort, un couteau maintenu contre son cou. Le traumatisme est bien là. Pour endormir, j'ai la peine. Et après, pour dormir, ça va. Mais après, je fais toute la nuit, je pense, avec fermer les poings. Et comme ça, et grincer avec les dents. Et une fois, j'ai mis la langue. Après, ça s'est blessé. Après, j'ai du sang dans la bouche. Le matin, je me réveille. Et toute la journée, mes bras, ça fait mal. Hein. Comme ça, je fais toute la nuit comme ça, je pense. Hein. Mais des rêves. Une fois, j'ai rêvé, c'est l'homme qui, avec le couteau, il revient. Et moi, je fais quelque chose contre lui, mais je peux pas. Je ne peux pas me bouger. Je suis comme bloquée, comme glacée, je sais pas. Même le solide Werner a gardé quelques séquelles de l'agression. 2 jours après, ça c'était quand même un peu... on a recommencé à réfléchir, moi, et puis j'ai dit non, Dieu, c'est quand même pas bien, puis ça m'a fatigué. Pourquoi je rêve toujours encore des voleurs la nuit. Je rentre la nuit ou comme ça, moi je mets mes filles sorties de l'auto, j'ai quelqu'un ou pas. Et puis c'est clair, et puis vous avez eu un truc pareil, vous n'êtes pas calme, hein. Les agresseurs ont fait du mal pour un butin presque ridicule, quelques babioles et l'argent des commissions. Il y a un côté pied nickelé dans cette affaire, mais c'est rarement le cas. De toute façon, la Suisse les attire tous, des plus amateurs aux mieux préparés. Et généralement, on a des équipes qui nous viennent beaucoup de France voisine, Lyon, Besançon, mais également de Paris, Marseille, la Corse. On a aussi des équipes qui nous viennent des pays baltes, des Lituaniens qui descendent commettre des braquages, principalement de bijouterie, ou de la criminalité russophone également très présente. On attire on attire des bandes criminelles parce qu'on a des valeurs, et puis ça se dit. La Suisse attire également des criminels à cause de ses bijouteries, à cause de ses manufactures horlogères et sa bonne qualité de vie. Pour faire face à ces prédateurs extrêmement mobiles, pouvant frapper dans plusieurs pays dans un court laps de temps, le policier suisse est devenu européen. Donc il faut travailler autrement. Il faut axer sur la coopération internationale, sur les échanges, sur les contacts. Lorsqu'on a une criminalité locale, l'enquête en général est plus rapide. Dès l'instant où vous identifiez les auteurs comme étant étrangers, vivant à l'étranger, vous devez déjà les localiser à l'étranger, dépendre des autorités du pays, de leur bon vouloir. Ça, c'est déjà une première problématique. Ensuite, ces gens sont très itinérants, même s'ils vivent, par exemple, au Monténégro, ça ne veut pas dire qu'ils s'y trouvent. Et après, même si on les localise dans leur propre pays, en général, on n'extrade pas ses propres ressortissants. Donc, il faut trouver d'autres parades vis-à-vis de ça. Collaborer avec l'étranger implique donc plus de paperasse, de l'attente et des enquêtes plus compliquées. Mais il y a des résultats au bout du compte. 60% des auteurs de homejacking sont finalement arrêtés. L'ADN, les empreintes digitales, les traces de semelles, c'est devenu incontournable. Ça prend du temps, il faut après les envoyer en laboratoire, les analyser, il faut les diffuser. Ça, c'est un critère très important. Il faut les diffuser au niveau européen ou mondial. Ensuite, on va beaucoup travailler sur le butin. Qu'est-ce qu'on a volé et qu'est-ce qu'on recherche ? On est devenu meilleur et on sera toujours meilleur dans les échanges internationaux parce que le policier d'aujourd'hui voyage, parce qu'il parle les langues étrangères, puis parce qu'il a créé des contacts justement avec ses homologues. Meilleure, la police suisse l'est sans doute, mais elle ne peut éviter tous les drames, comme ici à Épalinges, dans le canton de Vaud. Dans cette maison a été commis le seul homejacking mortel de Suisse romande. Jean et Christian, les propriétaires, ont été attaqués un matin de décembre 2008.
Sous les yeux de sa femme, Christian est battu à mort par 2 agresseurs. Ce jour-là, Jean perd celui qui représente tellement. Bah, l'autre moitié de ma vie. Il était calme, il était généreux. Puis je l'aimais, quoi. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Jean et Christian, c'est plus de 40 ans de mariage, un enfant. C'est une vie dans la restauration. Ensemble au travail, ensemble à la maison. Pour eux, ne faire qu'un n'est pas une formule. C'est encore et toujours unis qu'ils se préparaient à profiter de leur retraite. Christian a bricolé, Jean a jardiné. C'était bien. J'aimais bien ma petite fille là avant. J'étais heureuse. Puis je crois que Christian aussi. Il m'a jamais dit le contraire. Je pense tous les jours. Tous les jours depuis ce 29 décembre 2008. À 6 heures le matin, il y avait 2 gaillards devant ma fenêtre. Au fond, alors j'étais ouvrière, j'étais en robe de chambre. J'ai dit non, j'ai rien à vous donner. Vous décampez d'ici. Alors ils ont fait semblant de partir. C'est là où j'étais réveillée mon mari, puis j'ai dit non, il y a 2 gaillards qui traînent autour de la maison. Il faudra peut-être aller voir. Moi, j'ai pas osé. À quelques mètres de là, juste en face, une voisine se prépare à partir au travail. C'est pour elle une journée comme une autre, enfin presque. Je vois mon chat sur ce paillasson. Il a le regard rivé sur la porte. Il a les yeux tout noirs, comme des billes. Puis, je sens comme une présence. Tu vois ? Une présence de quelqu'un, mais je vois rien. Je sens la présence. J'entends comme une respiration, mais je vois rien. Mais l'heure tourne. Monique file à son travail. Dans la villa de l'autre côté de la rue, le cauchemar vient de commencer. À ce moment, Jean est réfugiée dans sa chambre. J'ai entendu qu'il criait au secours, mais je n'osais pas sortir. Alors, ils ont donné des coups de pied, je suppose, dans les parties. Puis ça lui a fait tomber. C'est pour ça, après, ils l'ont traîné comme un sac, vulgaire sac de patates. Et puis, ils l'ont foutu sous ce meuble. Puis après, c'était des coups de pied sans arrêt. Et puis, moi, j'étais assise dans mon fauteuil, celui-là encore. Je pouvais rien faire. C'est un déchaînement de violence phénoménal. Christian et Jean reçoivent tour à tour des coups de pied, des coups de poing. Jean est menacé d'un couteau, sa tête cognée contre une porte. Les agresseurs veulent l'argent, les bijoux, la clé du coffre. Jean hurle, Christian ne réagit plus. Véronique Fontana est l'avocate de Jean, dont elle admire la force et la dignité, au point que la cliente d'autrefois est devenue une amie aujourd'hui. Et vous, ça va? Oui. Oui. Santé. 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 On ne peut pas expliquer pourquoi, alors que ces gens, les victimes, ont tout donné ce que l'agresseur cherchait, pourquoi cet acharnement a continué à frapper violemment, donner des coups de pied dans la tête, marcher sur le corps d'un homme à terre qui était déjà plein de sang et qui gémissait, à tel point que la semelle d'un des agresseurs était imprimée sur la peau de son dos. Et c'était à travers les habits. On n'arrive pas à comprendre comment un cambriolage peut déraper de cette façon-là. Lorsque les auteurs repartent avec 4 000 francs pour seule prise, Jean appelle les secours. Puis j'étais toujours en robe de chambre.
Puis c'est là, le médecin, il m'a annoncé qu'il était décédé. Vous êtes marié, vous avez un mari. Alors vous vous rendez compte si ça lui est arrivé. Christian est mort sans que sa femme ne puisse l'aider. Non, je pouvais pas. J'avais rien sous la main, autrement je les aurais fouettés sous la tête. Mais j'avais rien avec moi. Elle a assisté à l'assassinat de son mari. Elle a vu les hommes s'acharner sur lui alors qu'elle avait tout donné. Ce qu'elle a vécu, c'est... Il n'y a pas de mots pour qualifier ça. Je ne sais pas si elle va pouvoir se remettre un jour de ce qu'elle a vu, de ce qu'elle a vécu. C'est tellement dur. Si j'avais réagi, peut-être que Christian serait encore de ce monde. Je me sens véritablement coupable dans le sens où... ben voilà. Je pense que quand on ressent une telle émotion en soi, un tel sentiment de bizarrerie, il faut peut-être prendre le téléphone puis l'exprimer à la gendarmerie. Oui, je regrette. Je regrette beaucoup ça. Le procès s'est tenu 2 ans après les faits et aboutit à de lourdes condamnations. 16 ans de prison pour un des agresseurs d'origine vaudoise, perpétuité pour son acolyte serbe, qui s'est révélé être le plus violent. Jean n'a pas oublié ces jours de grande tension. Oh, je sais pas que dire. J'aurais aimé avoir un pistolet puis les tirer dedans. Je regarde souvent s'il n'y a pas un voleur dans la rue. Parce que je commence à les connaître. Souffrant d'importantes séquelles physiques et psychologiques, Jean vit désormais seule dans un 2 pièces, avec parfois une angoisse. Mais je crois pas qu'il reviendrait par là. Même s'il sort des prisons. Je suis plus à la maison là où ils ont connu. Et puis ils savent pas que je suis ici. Alors il faut qu'ils fassent les recherches, mais je crois pas qu'il va revenir. Mais on ne sait jamais. La peur que les agresseurs reviennent. Une angoisse commune à toutes les victimes de homejacking. Nous sommes dans la banlieue résidentielle de Liège, en Belgique. Ici, en décembre 2014, s'est déroulé un homejacking qui a défrayé la chronique. Parce que, pour une fois, la victime est devenue bourreau. Moi, je dors de ce côté-ci. Donc j'étais allongé ici, mon épouse là-bas. Donc il y avait un premier qui était ici avec son arme pointée sur moi et un smartphone qui m'éclaire. Le deuxième assaillant est ici avec sa Kalachnikov pointée sur moi. Et lui aussi a un smartphone avec la lampe de poche qui m'éclaire. Et le troisième, lui, me tient en joue comme ceci. C'est lui qui va me parler, donc il va me dire « lève-toi, lève-toi ». Alors moi, mon arme était à l'arrière, donc c'était pas le même lit, hein, parce que le lit a été criblé de balles. Il y a une sorte de table de nuit, comme ceci, et mon arme est posée dessus, recouverte d'un tissu avec le crosse déjà bien orienté pour moi. Et donc, moi, du lit, je prends mon arme, je reviens et je tire dans la tête de celui qui me tue en joue ici. Donc là, il tombe. Les 2 autres sortent. Celui à la Kalachnikov, pour se protéger de mes tirs, il part à reculons, il se met là. Puis ici, il s'arrête et il tire. Alors les balles vont dans le lit. Il y a une balle qui va traverser le chambranle ici. Et cette balle-là, en fait, va venir me frôler le pouce et me percuter le biceps. Je pose mon revolver, je prends une deuxième arme, je sors, je descends les escaliers, je sors de chez moi.
Je vois qu'ils sont partis. Je vais vite voir mon épouse et mes 2 filles. Et elles sont traumatisées en train de pleurer. Cet incroyable retournement de situation a calmé l'ardeur des assaillants. Pendant de longs mois, le nombre de homejacking en Belgique a nettement chuté. Mais le geste d'autodéfense de Dimitri a surtout divisé l'opinion publique. Devait-il tirer ou non? Quand on est dans cette situation-là, on est en guerre. Donc, moi, je suis dans mon sommeil, je dors. Je me réveille. Dès que je comprends ce qui se passe, il faut que j'élimine le danger. Concentre-toi, il faut bien que ça vienne frapper. Là, comme ça, vas-y. Voilà! Refais-le-moi. L'arme que j'ai, c'est pour assurer ma défense personnelle. Bon, à partir du moment que j'ai cette arme pour me défendre, il faut qu'elle soit à portée de main. Le jour où il y a un problème, je ne vais pas dire aux assaillants, permettez, monsieur, je vais aller chercher mon arme qui est dans mon armoire. Donc, je trouve tout à fait logique que l'arme soit à portée de main. Pose les choses. Bam, au moment de l'attaque, je suis en déséquilibre. Je suis très puissant ici. Hein. Bam! Je ne suis pas guerrier, je ne suis pas un vétéran du Vietnam, j'ai pas de... Mais le fait est que j'ai toujours été déterminé par rapport à ça. J'ai toujours dit à mon épouse, le jour où on s'attaquera à nous, je préfère prendre le risque de mourir, mais de tenter ma chance, que de me soumettre. Pablo, patron du dojo, n'aurait pas réagi comme Dimitri. Une question de personnalité, sans doute. On en a beaucoup parlé entre nous dans le club et on a tous été étonnés de sa réaction, mais elle correspond bien à son caractère, c'est-à-dire quelqu'un qui est déterminé dans tout ce qu'il fait. Dans le karaté, il est déjà comme ça, mais dans la vie aussi, je le sais bien. Ça a forcé son respect encore un peu plus. Beaucoup de gens ont dit que c'était quelque chose de fort, d'un geste fort et que, entre guillemets, c'était bien fait. Dimitri s'est défendu, il a tiré, il a tué. Il ne sera pourtant pas inquiété par la justice. Une procédure pour homicide volontaire a bien été ouverte, mais plus d'1 an et demi après les faits, Dimitri n'a même pas été inculpé. On était tellement dans le cas d'école de la légitime défense. Il s'est quand même retrouvé avec l'arme de son assaillant à une dizaine de centimètres de sa tête. Et donc, qui pourrait aujourd'hui nous dire qu'il y avait, le cas échéant, autre chose à faire que ce qu'il a fait? Légitime défense. Un concept strictement défini par la loi et qui répond à certains critères très précis. Première condition, c'est le fait que celui qui se prévaut de la légitime défense, il est soit la victime, soit le témoin, et victime ou témoin de quoi? D'une agression. L'agression contre la personne doit être grave, injuste et actuelle. Il y a une autre condition qui est celle de ne pas avoir d'autres possibilités que celle de riposter comme vous le faites. Et puis, vous devez avoir une mesure, vous devez prendre une mesure, vous en qualité alors d'auteur, donc vous étiez victime ou témoin, vous devenez auteur d'une éventuelle infraction qui serait justifiée par la légitime défense, vous devez prendre une mesure qui est utile, qui est strictement nécessaire et qui est proportionnelle à l'attaque. Dimitri est éditeur. Il a réussi, comme on dit. Avec sa femme et ses 2 filles, il habite dans du joli, roule chic et à l'évidence ne se prive de pas grand-chose. On est en Belgique. Je ne sais pas comment ça se passe en Suisse, mais en Belgique, quand on est indépendant, quand on est entrepreneur, et qu'on a des signes extérieurs de richesse, en l'occurrence des belles voitures, on devient une cible. Voilà. Donc ces gens-là s'imaginent que puisqu'on est entrepreneur, puisqu'on est indépendant, puisqu'on a des belles bagnoles, d'office, on a du liquide chez soi, des objets de valeur. Et donc je savais que j'étais potentiellement une cible. Dimitri a-t-il été repéré, surveillé? 434 homejacking ont été commis en Belgique en 2014. C'est 2 fois plus qu'en Suisse, c'est 2 fois moins qu'en France.
Mais compte tenu de sa taille et de sa population, la Belgique est championne d'Europe de ce type d'agression. C'est une terre de passage. On était la confluence des grandes voies de communication qui viennent d'Allemagne, des Pays-Bas, de France, le Grand-Duché de Luxembourg. C'est vraiment le point de rencontre de l'Europe. Le territoire est extrêmement petit. La topographie de la Belgique est absolument facile d'accès. Il n'y a pas de montagne, il n'y a pas d'endroit compliqué pour y accéder. On quitte le pays en moins d'une demi-heure lorsqu'on se trouve à Liège, lorsqu'on se trouve à Charleroi. La Belgique fait face à une importante criminalité venue du nord de la France, mais ce n'est pas la seule. Le hit and run, c'est essentiellement le fait de délinquants venus de pays de l'Est, particulièrement Estonie, Lituanie, qui consiste pour ces criminels de s'embarquer à bord d'un avion low cost, d'atterrir à Bruxelles en milieu de journée, d'aller faire le travail qui leur est assigné, par exemple braquer une bijouterie, braquer en particulier en diamantaire, et de reprendre l'avion le plus vite possible. Donc le hit and run, ça veut dire frapper et s'en aller, ce qui rend les recherches policières extrêmement difficiles. Ce sont bien souvent des gens qui ne sont que des instruments de réseau plus larges, qui n'ont pas trop de scrupules à pratiquer la violence nécessaire pour aboutir à leur fin. Ils sont en mission. Il y a chez beaucoup d'entre eux cette espèce d'esprit militaire qui préside à l'exécution d'une mission, ce qui les fait parfois déborder dans des violences inappropriées, la torture par exemple, l'usage des armes lorsque c'est nécessaire. Dans ce contexte, assurer sa propre sécurité est tentant. On estime qu'1 million d'armes, déclarées ou non, circulent en Belgique, un pays de 12 millions d'habitants. La légitime défense est un débat qui a été remis sur la table des négociations gouvernementales, notamment au Parlement, à la faveur de plusieurs incidents du type que l'on a connu à Liège, par exemple. Il est des députés qui préconisent l'extension de la notion de légitime défense, qui actuellement ne concerne que la défense des personnes, à tout ce qui concernerait les biens, comme ça se passe un peu aux États-Unis, à savoir votre bien, votre voiture par exemple serait menacée d'être volée, vous seriez légitimé à ouvrir le feu. En Belgique, comme ailleurs, le débat sur la légitime défense ravive les peurs sans répondre à toutes les questions. Dimitri, lui, est serein. Il a trouvé sa réponse et fait des émules. André est de cela. André, c'est le collaborateur, l'élève de karaté, l'ami. Depuis ce qui s'est passé avec Dimitri, c'est vrai que je me suis aussi posé la question. Et c'est vrai que c'est une question qui est difficile à résoudre. En fait, il l'a déjà en partie résolu et l'avoue à demi-mot. Ce qui est arrivé à Dimitri pourrait aussi m'arriver. Et c'est ça le problème, c'est qu'à un moment donné, on est à choisir entre est-ce que je peux être prêt à me défendre ou pas. Ben, je pense qu'il va falloir que moi aussi je sois prêt à me défendre. Vous avez déjà fait des approches Oui, j'ai commencé suite à ce qui s'est passé. À prendre des cours? Oui, c'est ça. Donc vous avez déjà acheté une arme? Pas encore, mais c'est en cours. Mais riposter ne résout pas tout. La vie de Dimitri est à jamais bouleversée. Mais là, pour l'instant, il n'y a plus personne. Psychologiquement, je suis le même homme qu'avant. Sauf que je suis encore plus déterminé et j'ai une colère comme ça, une agressivité. Et dans la vie quotidienne, il y a eu des changements, des chamboulements évidemment. Pour moi, mon épouse et mes filles, c'est qu'on est sur nos gardes tout le temps. Quand on sort de la maison, quand on revient, on regarde tout ce qui se passe. Il y a un système de caméra, mon épouse regarde si tout va bien sur son GSM avant de rentrer. Où que je sois, je fais attention. Si je vais boire un verre dans un café, ben, il faut que je sois contre le mur, il faut que je vois l'entrée. Moi, j'aurais bien voulu que ce soit fini. C'est-à-dire, il y a eu l'attaque, ça s'est passé comme ça s'est passé, et puis voilà, on fait notre vie. Mais voilà, c'est impossible. C'est quelque chose qui va rester à côté de nous,
à côté de mon épouse, à côté de mes filles, tout au long de leur vie. Aujourd'hui, Dimitri ne se déplace plus sans son arme. La police, quant à elle, a des pistes, mais n'a pas encore bouclé cette affaire. Les experts en sécurité sont opposés à l'autodéfense pour plusieurs raisons. La difficulté à utiliser une arme sous stress est la première d'entre elles. Il y a quelqu'un qui rentre chez vous au milieu de la nuit, vos enfants sont en train de dormir dans la chambre, le mec il sort une arme, il vous dit vous me donnez la caisse. Vous n'êtes pas dans un état où vous allez réaliser et mesurer le risque. On n'a qu'une seule partie du cerveau qui fonctionne, on est en paroxysme émotionnel, on est en stress extrême si vous voulez. Alors un mot d'ordre en cas de homejacking, ne pas jouer les héros. Ne pas les fixer du regard, montrer toujours les mains et idéalement se cacher derrière un obstacle. Ça réduit le risque de façon très substantielle. Une chaise, un lit, n'importe quoi, se coucher et donner un signe de soumission. Et enfin, donnez-les bien et laissez les agresseurs partir. Surtout les laisser partir. C'est exactement ce que Christophe n'a pas fait. Lui aussi revendique son geste comme un acte de légitime défense. J'ai qu'une envie, c'est plus qu'ils reviennent. Donc c'est de pouvoir les arrêter et faire le travail entre guillemets de la police, parce que c'est des terroristes, c'est des lâches. En février dernier, au milieu de la nuit, 4 individus venus de France s'introduisent dans une villa située dans ce quartier tranquille du canton de Genève. Ils s'en prennent d'abord à Charlotte, la compagne de Christophe qui, exceptionnellement, dort dans la chambre d'amis. Il y a des personnes qui rentrent avec un iPhone, avec light torche qui m'éclaire. Puis là, ils me secouent. Puis j'entends 2 voix d'hommes, là. Et là, je me lève, j'allume la lumière. Et puis en fait, je vois 4 hommes cagoulés avec couteau, tournevis. Tout de suite, il me prend en otage, le couteau sous la gorge. Et puis, il fait « y a qui d'autre dans la maison ?» Je dis « il y a les enfants et mon conjoint ». Il fait emmène-nous là-bas et tout. En allumant la lumière, j'ai constaté qu'il y avait 4 personnes qui étaient cagoulées, toutes en noir, menaçant fortement Charlotte avec un couteau sous la gorge. Et tout de suite, très agressivement, ils m'ont demandé d'ouvrir le coffre, de donner de l'argent et des valeurs. Charlotte essaye de faire diversion, Christophe va en profiter. Et là, j'ai eu un sursaut et j'ai immédiatement rentré dans ma chambre. J'ai couru très vite, j'ai fait claquer la porte, fermé à clé. Et là, j'ai pris une arme et j'ai tout de suite pensé à aller sauver ma famille. Les agresseurs ne sont déjà plus dans la maison. Christophe s'élance à leur trousse, sans hésiter. Là, en sortant sur le perron, je vois 2 silhouettes dans le garage. Bon, c'est 4 h du matin, il fait nuit. Et bien entendu, j'allais penser qu'ils allaient me tirer dessus, parce qu'ils ont dit qu'ils étaient armés. Donc, j'ai commencé à tirer dans leur direction, bien entendu en direction des jambes. Forcément pas les tuer. Hein. Après, je suis sorti dehors, et là, j'ai vu une voiture française. Et ils sont rentrés dans la voiture, ils m'ont visé. Donc, ils m'ont foncé dessus, et là, j'ai retiré dans la voiture pour essayer de les arrêter. Mon but, vraiment, c'était de pouvoir les arrêter. Un des agresseurs est touché. Des traces de sang ont été trouvées sur les lieux. Les gens craquent souvent, c'est sur le processus de fuite, c'est-à-dire c'est quand le voleur ou le braqueur a le dos tourné et qui va pour partir, c'est là que la personne elle craque. C'est en fait le moment le plus dangereux dans un braquage ou dans une séquestration, c'est le moment du départ des voleurs. Il y a des gens qui sont capables de courir derrière avec un balai à la main, et alors que les mecs sont avec des kalachnikovs. Donc c'est ça. Rappelez-vous, on est dans un moment très particulier de sa vie et on ne va pas y être très souvent normalement dans sa vie dans ce moment-là où on prend tous les risques sans vraiment calculer la proportionnalité de ces risques avec ce qui vous vole. Les tirs de Christophe correspondent-ils à un geste de légitime défense comme ceux de Dimitri en Belgique? Le Genevois, en tout cas, a été entendu par la justice. Le commando, lui, est toujours en fuite. Sa voiture ne sera retrouvée que quelques jours plus tard, entièrement carbonisée. Le couple genevois est marqué par l'agression. Christophe a même demandé un permis de port d'armes. J'essaye aujourd'hui de vivre avec ce que j'ai vécu et d'en faire une force, d'être maintenant peut-être plus vigilant que j'étais auparavant et d'encore de plus sécuriser les endroits où je vis.
Je pense effectivement que tout un chacun qui est propriétaire ou locataire, qui vit sa vie dans un lieu, qui partage avec des amis, avec sa famille, doit être en droit de pouvoir se défendre. Je pense que quand on a une agression comme celle que j'ai vécue, ou comme d'autres l'ont vécue, il faut pouvoir repousser l'agresseur. Le fait de savoir ça, je pense que tous ces malfaiteurs rechigneraient à plusieurs fois de rentrer dans des propriétés. Pas sûr. Être armé peut même aggraver les choses. Avoir une arme à la maison, à mon avis, c'est une mauvaise réponse. Ça n'empêchera pas les gens de revenir et ça n'empêchera pas les gens de peut-être venir se venger si une fois on a utilisé une arme à feu contre eux. Comment continuer à avancer quand on a vécu un homejacking, qu'on a été agressé dans son refuge? Le drame des victimes, c'est que généralement, elles sont passives. Leur reconstruction va passer par la reprise du contrôle de leur vie, de leurs activités, de leurs relations. Rester coquette, voir les copines, Jean a fait ça d'emblée, comme un devoir, presque une discipline. Elle mange au restaurant tous les jours, parfois accompagnée. Elle refuse obstinément d'être prisonnière de son drame. Je sais plus le prénom de cette petite fille. Justine. Justine, voilà. Oui, c'est sa deuxième fille. Ouais, il y avait... Alors oui, la vie offre des petits plaisirs, mais la douleur n'est jamais très loin. L'inverse. C'est la catastrophe. Mais enfin, je suis très forte de caractère, je crois que je vais surmonter ça. Je suis obligée. Alors, vous l'avez entendu, les experts sont quasi unanimes pour recommander de ne pas résister en cas d'attaque chez soi. Même bien entraîné au tir, le risque d'être submergé par le stress ou de rendre enragé ses agresseurs est plus important que les chances de s'en sortir si on adopte une attitude de soumission. Rester vivant, soi-même et sa famille, c'est l'unique victoire. Excellente soirée à vous tous, très belle semaine et à bientôt.